Bonjour. Après vous avoir fait découvrir Paris, je vais continuer ma chronique Destination Voyage par la découverte du Québec. Ce récit ne sera pas écrit comme un guide de voyage, mais comme la découverte d'un continent, d'une culture, d'une région par une touriste devenue immigrante. Le Québec, c'est un territoire grand comme 3 fois la France, où vivent 8,25 millions de personnes, alors que près de 7 millions de Français vivent juste dans le Grand Paris. Le Québec est le seul État majoritairement francophone de l'Amérique du Nord. Le Québec, c'est le rêve américain en français, où l'on ne vient surtout pas pour apprendre à parler anglais. Lors de mon arrivée en sol nord-américain, à l'été 1987, les premières émotions ressenties furent dans l'avion, quand je vis au travers des hublots ce territoire immense, sa végétation luxuriante et les maisons pour la plupart équipées de piscines. Puis, ce fut la découverte plus approfondie, au sol, de ces mêmes beautés, auxquelles s'ajoutait la rencontre avec les Beaucerons, personnes si accueillantes et serviables, dans une ambiance de calme permanent et un rythme de vie plus paisible et décontracté, soit le jour et la nuit avec le rythme de la France et surtout la mentalité française. Dès les premiers jours, nous avons pu apprécier le confort des appartements et la qualité de vie qu'offrait le Québec. Dès les premiers instants, je suis tombée en amour avec le Québec, et encore aujourd'hui, malgré quelques difficultés de parcours rencontrées dans les chemins sinueux d'une immigration, je reste une amoureuse et admiratrice inconditionnelle et heureuse au Québec. Bien que je sois arrivée au Québec en qualité d'immigrante reçue, je vais narrer mes découvertes telle une simple touriste qui découvre un autre continent. Immigrante ou touriste, découvrir un autre pays entraîne toujours un choc culturel. De nouveaux espaces, un nouveau rythme de vie, une nouvelle cuisine, un nouvel environnement, parfois une nouvelle langue avec ses différents accents. Je voudrais commencer ma présentation du Québec par la ville avec laquelle je suis immédiatement tombée en amour en 87 lors de mon premier voyage, Québec. Québec est la plus belle ville d'Amérique du Nord, surnommée la vieille capitale. Avec plus de 532 000 habitants, Québec est la capitale nationale de l'unique province francophone du Canada. Le rétrécissement du fleuve Saint-Laurent entre les villes de Québec et de Lévis, sur la rive opposée, a donné le nom à la ville Québec, K-E-B-E-C, un mot algonquin signifiant là où le fleuve se rétrécit. Son quartier historique, le Vieux-Québec, dont les fortifications qui l'entourent subsistent toujours, font de Québec la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord, au nord du Mexique. Les villes de Québec et de Campeche, au Mexique, sont les deux seules villes en Amérique du Nord qui ont conservé l'ensemble de leurs fortifications. Le Vieux-Québec a été déclaré patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO. En tant que capitale, on y trouve le Parlement du Québec que l'on peut visiter, de nombreux musées et des institutions culturelles. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Pour découvrir et aimer Québec, vous devez avoir visité le Vieux-Québec, qui est le cœur historique de la ville de Québec, avec le quartier du Petit Champlain, un secteur touristique situé en Basse-Ville, au sud de la place Royale. La citadelle de Québec, un fort situé sur le cap Diamant, dans la ville de Québec, adjacente aux plaines d'Abraham. Elle est partie intégrante des fortifications de la vieille ville. L'édifice du Parlement du Québec, ainsi que plusieurs autres édifices gouvernementaux et grands hôtels, sont typiques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Les plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham sont la principale constituante du parc des champs de bataille, où le 13 septembre 1759, durant la guerre de 7 ans, ces terres furent la scène de la bataille des plaines d'Abraham, dans laquelle l'armée britannique, sous le commandant du général James Wolfe, escalada les parois abruptes de la colline de Québec dans l'obscurité, surprenant et battant ainsi les Français. Le château Frontenac, ouvert en 1893, majestueux hôtel trônant sur la terrasse Dufresne, qui est une authentique crypte archéologique, fut la résidence officielle et le siège de pouvoir des gouverneurs français et britanniques entre 1620 et 1834. Les visites du château et de la crypte sont gratuites. La chute Montmorency.
face à l'île d'Orléans, est une chute située à l'embouchure de la rivière Montmorency. Celle-ci est la plus haute chute de la province de Québec. Elle se déverse par le rivage en falaise dans le fleuve Saint-Laurent avec une hauteur de 83 mètres et un escalier de 487 marches et dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara. Bien entendu, on peut également y accéder par un téléphérique qui transporte les visiteurs entre la base et le sommet de la chute. Un pont suspendu qui relie les deux côtés du parc offre un point de vue spectaculaire. L'hiver, les vapeurs d'eau se solidifient en périphérie de la chute qui devient alors un site populaire d'escalade sur glace, en plus de créer une importante masse de glace, le pain de sucre, devant la chute. Quittons Québec et son histoire pour continuer l'aventure avec la ville de Montréal. Montréal fut baptisée ainsi en 1535 par l'explorateur breton Jacques Cartier et est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, devenue la métropole de la province de Québec. Elle se situe principalement sur l'île fluviale de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent, entre Québec et le lac Ontario, dans le sud de la province de Québec. Sa population compte environ 1 705 000 habitants. Avec la région métropolitaine de Montréal, la population s'élève approximativement à plus de 4 millions, soit environ la moitié de la population du Québec. Montréal est ainsi la 19e agglomération la plus peuplée d'Amérique du Nord et la 122e ville la plus peuplée du monde. Elle est également la ville francophone la plus peuplée d'Amérique, ce qui permet de considérer Montréal comme la deuxième population francophone au monde après Paris. Cœur économique du Québec, Montréal est aussi la seconde place financière du Canada et possède une économie fortement diversifiée par le commerce, l'éducation, les technologies de l'information et les industries aérospatiales, pharmaceutiques, du tourisme et du cinéma. Le troisième plus grand centre financier d'Amérique du Nord et le 12e au monde. Le troisième en importance dans l'industrie mondiale du jeu vidéo. La troisième ville en importance en Amérique du Nord pour ce qui est du nombre de sièges sociaux d'organisations internationales derrière New York et Washington. La première d'Amérique du Nord pour le nombre de congrès internationaux. En 2012, elle fut classée ville mondiale. Elle est la deuxième ville consulaire d'Amérique du Nord, abrite le siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale et est le siège de plus de 65 organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. En 2017, Montréal est consacrée meilleure ville étudiante au monde et est considérée comme la métropole universitaire du Canada avec 6 universités et 450 centres de recherche. Montréal est un important centre de culture québécoise, internationalement reconnu pour son effervescence culturelle. Avec ses nombreux musées, tels le musée des Beaux-Arts, vous pourrez également visiter la grande bibliothèque comprenant la collection de la Bibliothèque nationale du Québec. Elle comprend les plus vastes collections littéraires au Québec et est, avec plus de 2,9 millions d'entrées, la bibliothèque la plus fréquentée de la francophonie. La basilique Notre-Dame, le Biodôme, qui est un musée vivant, le jardin botanique, le parc du Mont-Royal, un des espaces verts les plus importants de Montréal, l'oratoire Saint-Joseph est une église à Montréal, etc. Après les principales villes et les piscines vues du ciel, je découvre sur les voitures une plaque identique pour toutes, avec écrit « Je me souviens ». Ces simples mots inscrits sur les plaques d'immatriculation des voitures au Québec ont suscité ma curiosité. J'ai donc trouvé diverses versions sur leur origine, dont certaines assez bizarres. Cependant, en me référant à l'histoire du Québec, j'ai retenu celle-ci que je vous propose. De Thomas Chappet, historien, conseiller législatif et ministre, la province de Québec a une devise dont elle est fière et qu'elle aime à graver au fronton de ses monuments et de ses palais. Cette devise n'a que 3 mots. Je me souviens. Mais ces 3 mots, dans leur simple laconisme, valent le plus éloquent discours. Oui, nous nous souvenons du passé de ses leçons, du passé et de ses malheurs,
du passé et de ses gloires. Puis, au fil du temps, au même titre qu'une province française, j'ai découvert des accents différents, selon les régions, ce qui ne m'a pas donné l'impression d'être dans un pays étranger. Après les accents, je découvre la langue du Québec, et par cette langue francophone propre au Québec, j'ai également découvert l'histoire du Québec. Le Québec est le seul État majoritairement francophone de l'Amérique du Nord et l'unique province francophone du Canada. Avec ses différentes ethnies, ses échanges culturels diversifiés, ses aspects multiculturels, acadiens, amérindiens, anglais, basques, bretons, normands, écossais, irlandais, etc., le français au Québec offre un vocabulaire riche, diversifié, avec une multitude d'accents et de langages. Maintenant, je vais vous faire découvrir le Québec avec un soupçon d'histoire et de géographie. En premier, la langue. C'est pour lutter contre l'envahisseur britannique que les colons néo-québécois, surnommés par eux-mêmes les Purlaines, se sont accrochés à la vieille langue de leurs ancêtres, celle de la Nouvelle-France, pour éviter l'extinction. Avec les nouveaux arrivants, au fil des décennies et pour toujours dans l'objectif de sauver leur langue, ils ont traduit du mieux possible les nouvelles expressions de la langue de Shakespeare au profit de la langue de Molière. Puis ils ont appris et adopté des nouveaux mots du français en évolution, parfois même en les utilisant à mauvais escient. Ils ne font pas non plus oublier des mélanges de vocabulaire avec la langue des Premières Nations, soit les autochtones, appelés les Amérindiens. Pour compléter la création du français au Québec, il faut rajouter la langue que l'on appelle joual, qui représente un patois urbain tel notre argot parisien. Le français au Québec est donc riche de vieux mots de la langue de Molière, auxquels se sont ajoutés au fil des siècles des mots nouveaux, du patois des origines régionales, des premiers immigrants, du vocabulaire des Premières Nations, de l'anglais traduit et du joual. À cela, il faut adjoindre la multitude d'accents selon les origines des néo-québécois qui donnent une tonalité particulière à cette langue selon les régions. Ce mélange de tous ces langages donne parfois un français avec des expressions très imagées dont j'ai fait un petit lexique, mais surtout une volonté absolue de le sauver et de toujours considérer comme la langue officielle. Après la langue, le Québec, c'est aussi surtout l'espace et la nature. Le Québec, c'est avant tout de grands espaces qui partent des rives du Saint-Laurent jusqu'au Grand Nord. Le Québec, c'est un immense territoire de découverte et loisirs. 11 nations autochtones, avec 55 communautés tout aussi accueillantes les unes que les autres. 26 parcs nationaux, sur une surface de 135 326 km² de forêt, boréales, mixtes et feuillues, de taïga et de toundra, avec des hébergements en forêt. Des activités sportives de toutes sortes et en toutes saisons, escalade sur des parois rocheuses, des montagnes, descente de parois à la tyrolienne, saut des ponts suspendus, saut en parachutisme. Pour les beaux jours, des randonnées à pied, à cheval, en raquette, à vélo, ou avec notre sac à dos, on peut parcourir des milliers de kilomètres de sentiers aménagés. Dès les premières neiges, les balades se font en forêt et sur les lacs gelés par motoneige, mais également en raquette, en ski, en traîneau à chien. La pêche se pratique en toute saison, alors que la chasse est réglementée selon les saisons. Les Hurons-Wendat. J'ai commencé ma description du Québec en vous parlant des nations autochtones. Ayant émigré dans la ville de Québec pendant 25 ans, j'ai eu la chance de découvrir les Premières Nations par le peuple Huron-Wendat, de langue iroquoienne. Installé au nord de la ville de Québec, sur le territoire de Notre-Dame-de-Lorette, appelé Village Huron. Les Hurons-Wendat sont catholiques et francophones. Dans leur culture, le don est le centre même de la société huronne. Le don, tel que perçu chez les Hurons, se divise en 3 parties distinctes. Obligation de donner, de recevoir et de rendre. Cependant, pour subsister, ils sont pour la plupart commerçants spécialisés dans la production d'artisanat et d'objets traditionnels, entre autres les mocassins et les raquettes de babiche, c'est de la peau de cerf. Le Saint-Laurent, dit fleuve océan. Un fleuve long d'environ 1200 km, qui prend sa source en Ontario, dans les Grands Lacs, mélangeant à mi-chemin eau douce et eau salée,
pour se jeter dans l'océan Atlantique par le plus grand estuaire de la Terre, long de 370 km de large et large de 48 km. Les parcs nationaux. Les parcs nationaux au Québec sont administrés par une société nommée CEPAC. Ils sont tous grandioses, avec des paysages, une faune et une végétation à vous couper le souffle. Avec l'aide des sites de l'Office du tourisme de Québec, je vais vous présenter 3 parcs à ne pas rater. Le parc national d'Oka, proche de Montréal, avec la richesse de son patrimoine historique et naturel. On y trouve une plage sur le lac des Deux Montagnes, mais en suivant un sentier au flanc de la colline, on découvrira un calvaire avec ses 4 oratoires et ses 3 chapelles. Le parc national du Mont-Tremblant, proche de Québec, offre à ses visiteurs en été 6 grandes rivières, 400 lacs et ruisseaux, soit un véritable paradis pour les canoteurs. L'hiver, il offre des pistes de ski, mais également des pistes de motoneige, traîneaux à chiens, ski de fond, ainsi que des glissades sur tubes, du patinage, raquettes, escalade sur glace. Le parc national du fjord du Saguenay, un lieu grandiose où les fjords évoluent au rythme des marées et où l'on peut observer la rencontre de certains oiseaux migrateurs. Mais le Québec, c'est également les saisons différentes, avec chacune ses beautés naturelles et ses propres activités selon les saisons. La vie au Québec se déroule à travers 4 saisons, bien que la plus petite, selon les régions, soit le printemps. Janvier-février. Je commencerai donc ma description par janvier-février et parfois début mars, les mois les plus froids, bien que de plus en plus le climat se décale dans les saisons. Dans les mois de janvier-février, les températures se situent entre -5 et -20 degrés, mais ce sont 2 mois où l'on rencontre les froids les plus intenses avec des pics de température avoisinant les -30 degrés par période de quelques jours. Le mois de février est le mois du Carnaval de Québec, avec son château de glace, son concours international de sculpture de neige et de glace, ses défilés et toutes les animations familiales gratuites propres à un carnaval. Pour supporter le défilé glacial, l'alcool coule souvent à flot, surtout le fameux caribou, dont le secret bien gardé vaut bien celui de l'élixir du père Gaucher. C'est également dans ces 2 mois que, tels les oiseaux migrateurs, une partie des Québécois s'évade pour 1 ou 2 semaines dans le sud, soit vers Cuba, Mexique, République dominicaine ou les Caraïbes, afin de faire une petite provision de soleil et de se réchauffer les os pour assumer au mieux la fin de l'hiver. Pour les amoureux de l'hiver, c'est cependant cette période froide que sont à l'honneur tous les sports d'hiver, ski, ski de fond, raquettes, motoneige, balade en traîneau avec chien et ski, etc. Par précaution, en ces mois de froid intense, nous subissons pendant quelques jours ce que l'on nomme les pluies verglaçantes. Pour éviter les risques d'accident, nous installons sous nos chaussures des semelles à crampons avec des sortes de clous qui pourraient ressembler à des semelles de chaussures de rugby. La période hivernale est aussi celle qui permet de pratiquer ce que l'on appelle la pêche sous glace, ou pêche blanche, ou pêche des petits poissons des chenaux, coutume héritée des Amérindiens. Elle consiste à pêcher le poisson à travers un trou, pratiqué dans la glace sur des lacs ou des rivières gelées. Les adeptes de cette pêche construisent des cabanes amovibles qui s'installent chaque hiver sur le site gelé pour se protéger du froid. Puis, le printemps, cette saison plus courte et moins attractive en activité extérieure. En effet, le printemps étant la continuité de l'hiver, il se trouve que selon la région, les froids longs, intenses et les fortes accumulations de neige, la fonte des neiges peut être plus longue. Cette lenteur de la fonte des neiges implique que la nature évince parfois cette période en passant directement du froid au chaud, soit de l'hiver à l'été, laissant peu de place pour le printemps. Donc, de mars à mai, c'est le temps des cabanes à sucre, ou la saison pour se sucrer le bec. C'est, en principe, au mois de mars que nous subissons la dernière tempête de neige de la saison hivernale, soit aux alentours de mi-mars vers la fête de la Saint-Patrick. La Saint-Patrick étant la fête des Irlandais, dont les premiers s'installèrent au Québec lors des colonisations, honore le passage de l'Irlande au christianisme. La fête est représentée par un défilé de chars décorés, animés au rythme des cornemuses et percussions,
avec comme emblème de cette tradition le trèfle à 4 feuilles et la nécessité de porter du vert pour les chars comme pour les participants. Le défilé terminé, participants, bénévoles et visiteurs se retrouvent dans les tavernes irlandaises autour de boissons irlandaises telles que Guinness, whisky, cidre irlandais, Irish coffee pour passer une soirée conviviale. Les cabanes à sucre. Les cabanes à sucre, toujours situées sur une érablière, se visitent à l'année, mais la meilleure période reste le printemps, lorsque l'eau d'érable commence à couler et que les agriculteurs s'activent pour fabriquer leur fameux sirop. La sève des érables est récupérée dans des petits seaux, puis transformée à forte température en sirop d'érable, sorte de miel. Ce sirop se déguste soit sur des tartines, crêpes ou gaufres, soit est utilisé en cuisine. Dans les cabanes à sucre, tous les plats sont cuisinés ou offerts à base de sirop d'érable. L'ambiance des cabanes à sucre est très conviviale, musicale et dansante, où l'on chante des vieilles chansons de France, comme au bon vieux temps des guinguettes en France. C'est une sortie que l'on fait en général en famille ou en groupe d'amis. Les repas se terminent toujours à l'extérieur par une dégustation de tir appelée se sucrer le bec, où l'on verse un fin filet sur un linge de neige du sirop chaud renversé qui durcit rapidement et que l'on doit rouler sur un bâton d'esquimau, permettant de la sucer telle une sucette. Exemple d'un menu cabane à sucre avec sirop d'érable à volonté. Soupe aux pois et ses cotons, jambon à l'érable et à la bière, fèves au lard, omelette jambon, fromage et tomates, crème, pudding chômeur, tarte au sucre, crème glacée molle. Juin à août. L'été au Québec offre proche du climat de montagne. J'entends par climat de montagne un climat chaud, avec parfois des périodes de chaleur excessives, mais aussi de gros orages, dont certains sont catalogués électriques puisque sans pluie. C'est en été que les Québécois renaissent entre le soleil, les chaleurs et les activités pédestres et nautiques, mais aussi celles du jardinage, de la tonte des pelouses, souvent hebdomadaires, et du bricolage. Sans oublier les divers travaux municipaux que les longs et intenses hivers empêchent d'effectuer. Je me dois cependant de parler des vacances de la construction, un phénomène particulier et propre au domaine de la construction, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, en principe, la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, le Québec est pratiquement paralysé puisque tous les chantiers de construction, maisons, routes, aqueducs, etc., et les professions qui en dépendent sont à l'arrêt avec entreprises fermées. Beaucoup de ces vacanciers en profitent pour passer les lignes, c'est-à-dire traverser la frontière pour voyager aux États-Unis dans les provinces maritimes les plus proches, avec le même objectif et risque que la France connaît avec l'Espagne, soit acheter tout moins cher, peu de taxes, en essayant d'éviter les contrôles douaniers. Les activités d'été. Le début de l'été au Québec s'annonce par les fêtes nationales, soit la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, correspond à la fête nationale de la province du Québec, avec ses feux de joie ou appelés les feux de la Saint-Jean, et suivie une semaine plus tard par le 1er juillet, la fête nationale du Canada. À chacune de ces fêtes sont organisées des activités, des spectacles musicaux et en finale un feu d'artifice. Puis la fin de l'année est représentée depuis une vingtaine d'années par la fête de la Nouvelle-France à Québec, capitale de la province. Cette fête retrace pendant une petite semaine une période historique, celle de la colonisation francophone du Québec, et représente la vie entre les XVIIe et XVIIIe siècles, offrant aux participants et aux visiteurs la possibilité de porter les costumes de l'époque, un merveilleux moyen de voyager dans le temps. Les activités nautiques. Les nombreux lacs et rivières du Québec s'ajoutant au majestueux fleuve qu'est le Saint-Laurent, on peut pratiquer diverses activités nautiques. À commencer par les trempettes sur les plages, baignades ou centres aquatiques avec jeux et glissades d'eau. Il est également possible de naviguer par différents moyens, canoë, kayak ou sur des bateaux de croisière au gré des courants, des vents et des marées. Les randonnées. Au Québec, il est possible de profiter de la nature, gravir des montagnes ou pratiquer l'escalade, la tyrolienne par des randonnées pédestres dans les parcs nationaux. La faune au Québec. Dans chaque région du Québec, on trouve une grande diversité d'animaux, à plumes, à poils, à panaches et même à bosses. Le cerf, le chevreuil, l'ours, la baleine bleue, le harfang des neiges, le loup gris, etc. La pêche et la chasse.
Les activités de chasse et pêche sont très réglementées au Québec et gérées en pourvoirie. Pour la pêche, une activité pouvant être pratiquée entre le printemps et l'été, appelée communément pêche sportive. Elle concerne les poissons d'eau douce ainsi que le saumon ou tout autre poisson dans les rivières à saumon. Pour la chasse, il existe 2 périodes de chasse avec la nécessité de posséder un permis et surtout de respecter les lois en vigueur. En mars et avril pour la chasse au petit gibier, en septembre et octobre pour la chasse au chevreuil. Septembre à décembre, l'automne, ma saison préférée, même si les journées sont plus courtes et si la fraîcheur se fait sentir dès le coucher du soleil, les arbres, les forêts, les jardins offrent des couleurs féeriques, chaudes, dont les tons bruns, orange, rouge, jaune. Ces changements s'opèrent souvent sous des températures estivales, ce que l'on appelle couramment l'été indien, et qui s'étale sur 2 semaines environ, de fin septembre au début d'octobre. Les oiseaux nous offrent également un spectacle magnifique, en se réunissant pour se préparer à la grande traversée vers des cieux plus chauds. Après l'été indien, l'automne s'installe, avec la journée de l'action de grâce canadienne, en anglais Thanksgiving, soit le 2e lundi d'octobre. L'origine de cette fête canadienne est une fête paysanne, dite de la moisson, où cuisiner la dinde était une tradition. Les activités d'automne se terminent par l'Halloween, le 31 octobre. L'Halloween est une fête folklorique, païenne, importée d'Irlande avec la colonisation. Ignorant cette tradition, je l'ai découverte pour la première fois en octobre 88. Lors de cette journée, les sorcières sont à l'honneur et sont reines de la fête pendant 24 heures. Bien évidemment, l'Halloween est surtout fêté par les enfants, mais aussi par les parents quand les enfants sont couchés. Là encore, nous pouvons admirer les décorations spectaculaires des maisons avec des lumières et des personnages insolites, tels des monstres, des fantômes, des pirates, des zombies, dans les jardins ou aux fenêtres, sans oublier les citrouilles en guise de lanterne. Il règne par quartier une réelle ambiance de sorcière. Enfants et adultes se déguisent, aussi bien à l'école que dans les entreprises ou organismes gouvernementaux, et tout le monde travaille ainsi habillé toute la journée. Après l'école, les enfants déguisés font le tour des maisons de leur quartier, accompagnés d'un adulte pour les plus petits, afin de recevoir les bonbons et quelques petites pièces de monnaie pour l'UNICEF. Une fois les enfants rentrés et couchés, les parents déguisés également se retrouvent dans les parties pour faire de la fête jusqu'à l'aube. Décembre, l'hiver arrive. Je finirai le tour des saisons par le mois de décembre et ses réjouissances. Tout d'abord la neige qui commence à s'installer partout au Québec et que nous attendons avec impatience puisqu'il est habituel de passer un Noël blanc. Mais avec l'arrivée de la neige, c'est à la mi-décembre et jusqu'à la mi-mars que nous devons obligatoirement pour les voitures et pour notre sécurité faire le changement des pneus d'été contre les pneus d'hiver. Les rues, maisons et boutiques commencent à s'illuminer avec des décorations. Les chants de Noël inondent les radios et boutiques jusqu'au 25 décembre. Puis, du 26 décembre jusqu'au 1er janvier, les chants de Noël sont remplacés par les chansons du jour de l'an, appelées chansons à répondre. Depuis quelques années, nous voyons se développer, en principe les fins de semaine, la tradition des marchés de Noël, avec les cabanes en bois qui proposent des activités traditionnelles. Les artisans présentent leurs produits pour nos emplettes, des animations sont offertes permettant d'assister à différents spectacles de danse et de chant, de savourer des mets régionaux typiques et réconfortants, afin de profiter de façon gourmande, en famille ou entre amis, de la féerie des fêtes, sans oublier de se réchauffer avec un verre de vin chaud. Tout le mois de décembre s'organisent les parties d'entreprise. Soirées entre collègues où repas, boissons et amusements font le programme. Pour permettre aux personnes de profiter au maximum de leur soirée, avec un retour à la maison dans la sécurité, un organisme de raccompagnement prend place jusqu'au 31 décembre appelé Nez Rouge. Cette association est gérée par des bénévoles qui se mettent sur appel à la disposition des fêtards pour prendre en charge leur raccompagnement avec leur propre véhicule, moyennant un petit pourboire à discrétion. J'arrive à la fin de mon récit sur le Québec. Et dans mon expérience, malgré les turbulences, parfois les déceptions, les hasards et les incertitudes qu'occasionne une immigration, je veux crier bien fort que je fus et suis heureuse de ma vie au Québec.
que visiter, vivre et étudier cette province m'ont permis de découvrir des beautés de la nature, de m'instruire, de m'épanouir et de grandir émotionnellement. Alors je confirme très sincèrement que le Québec, c'est un accueil chaleureux, un peuple convivial, une volonté extraordinaire à conserver le français comme langue officielle, une qualité de vie exceptionnelle, l'espace, la nature, le calme, la détente sous toutes ses formes, plage, campagne, montagne, ville. Le Québec, c'est une bulle de France à l'autre bout du monde, comme le chante si bien Yves Dutheil. Et je ne peux que vous encourager à venir visiter le Québec qui mérite son titre de belle province. Pour les personnes intéressées à se familiariser avec le parler québécois, je garde à disposition un petit lexique des mots et expressions courantes dans la vie quotidienne. Le temps est venu de nous quitter pour cette nouvelle chronique. Je vous dis au revoir et à bientôt. La prochaine destination sera pour découvrir la France par ses régions et leurs richesses tant culturelles que culinaires et viticoles. À très bientôt, Pascal de Radio CIDS.